Le 27 septembre 1601, c'est un roi sans doute assez peu connu, un roi que notre historiographie n'aborde pas beaucoup. Le 7 septembre 1601 naissait à Fontainebleau le roi Louis XIII. Alors qui est-il Louis XIII et pourquoi aujourd'hui nous les historiens devons avoir un regard un peu plus positif sur ce personnage-là? Louis XIII, il est le fils de Henri IV et de Marie de Médicis, et c'est un enfant qui va grandir dans l'affection surtout de son papa. D'ailleurs, Louis XIII n'hésite pas à appeler le roi Henri IV papa, alors qu'il est d'usage que le dauphin de France appelle son père, mais quand même le roi, monsieur. Donc on a un Louis XIII, un jeune garçon qui est assez proche de son père, un père qui se montre aimant, attentif, malgré quelques humiliations, quelques corrections, mais ça c'est une pratique assez ancienne d'élever le dauphin à la dure. Mais par contre, à l'encontre de sa mère, Marie de Médicis, il éprouve assez de froideur et de distance. Les deux personnes ne s'aiment pas particulièrement. Le couteau de Ravaillac va briser les liens entre Henri IV et Louis XIII. Henri IV est assassiné en 1610 par Ravaillac, et dès lors c'est tout un monde qui s'écroule. Pour ce roi un peu renfermé, un roi qui apprécie les loisirs de la guerre, mais un roi que l'on qualifie très souvent de bègue, dont on redoute un petit peu les influences, c'est quelqu'un dont on ne sait pas trop ce qu'il pense, et la reine Marie de Médicis en profite pour assurer la régence. Et dès lors, cela va soulever tout un mouvement de noblesse, notamment par le premier prince de sang, le prince de Condé, et on a des révoltes, d'autant plus que la reine Marie de Médicis, elle commet une politique qui dérange. Elle va se lier à des notables italiens préférant davantage se servir que servir le pays. Il s'agit d'un certain Concino Concini et sa femme Leonora Gallagher, et ces deux personnages-là attisent les haines et attisent les crispations. Autre politique qui va assez déranger, c'est que autant Henri IV aurait voulu une alliance avec la Lorraine, avec l'Est, briser le parti catholique pour plutôt s'allier avec le protestantisme, elle, la reine Marie, en dévote et en proche du parti dévot ultra-catholique, elle va décider de marier de force et Louis XIII à Anne d'Autriche, une Habsbourg, et en même temps sa fille, la princesse Élisabeth, au futur roi d'Espagne, Philippe IV. Et le premier acte politique de Louis XIII va être, en 1617, de faire assassiner, notamment sous les conseils de son favori, un conseiller, le duc de Luynes, il va faire assassiner Concini et Leonora Gallagher. En 1614, il aura fallu des états généraux. Des états généraux pour essayer d'apaiser la situation. C'est pour vous rendre compte que la situation est assez critique. Donc le premier acte politique de ce Louis XIII va être de s'affirmer et de chercher à se débarrasser de la tutelle de la reine Marie. D'autant plus que Louis XIII rentre dans sa majorité. Il va y avoir un conflit. Louis XIII va chercher à exiler sa mère à Blois. Et là, la reine Marie va soulever des armées contre son fils. Et vous vous rendez compte, on a des batailles entre, d'un côté, les armées du roi, et d'un côté, les armées de la reine-mère. Et tout cela va se résoudre au Pont de Cé, près d'Angers. Il va y avoir une bataille, et là, c'est Louis XIII qui va l'emporter. Nous sommes aux alentours de 1620. Et à l'instigation d'un conseiller de la reine Marie, le cardinal de l'évêché, l'évêque de l'évêché le plus crotté de France, le cardinal Armand Jean Duplessis, cet homme que l'on appelle et qui est resté dans l'histoire comme Richelieu, ce Richelieu qui est un proche de Marie, va chercher un petit peu à rabibocher Louis XIII et la reine Marie. Et le comble du comble, c'est que si la reine Marie introduit Richelieu dans le Conseil du roi en 1624, en 1630, lors de la journée célèbre de la journée des dupes, nous sommes le 11 et 12 novembre 1630, on pense que le roi est gravement malade et la reine Marie en profite pour
prendre un petit peu ses prérogatives, prendre un peu sa place, et elle décide de chasser Richelieu, qu'elle estime trop proche du roi. Alors, on a un Richelieu qui se court en larmes, en honte, il s'en va. Alors, il se cache, il essaie de trouver un moyen de reprendre contact avec la reine Marie, il se couche devant Marie Médicis, il pleure. La reine Marie pense qu'elle a gagné, et bien, le lendemain, elle apprend que c'est elle, Marie, qui est chassée de la cour, et elle vivra désormais toute sa vie en exil dans les cours européennes. Louis XIII a fait un choix, Richelieu. Et on va avoir un binôme, comme cela, qui va gouverner. On a souvent considéré les années de Louis XIII comme les années cardinales. Je pense à l'ouvrage de Joël Cornette. C'est un peu faire offense au réel pouvoir, à la réelle influence qu'a Louis XIII. Et les deux, sans être des amis, les deux ont respecté les fonctions de l'un et de l'autre. Si Louis XIII, on le qualifie de bec, d'introverti, de personne qui n'a que faire des affaires d'État, ce n'est pas vrai. Et il va confier la France à son homme de confiance, Richelieu. Les protestants se révoltent, il envoie des forces pour réprimer ces révoltes protestantes. Non pas pour les forcer à adhérer au catholicisme, il ne veut pas rompre la politique qu'a menée son père. Il y a un désordre, il cherche à rétablir l'ordre, et ça donne lieu à l'épisode du célèbre siège de La Rochelle que Richelieu a remporté. D'un point de vue fiscal, la situation peut être jugée compliquée. On a les Lustucru dans le nord, on a les Nu-Pieds en Normandie, on a les Croquants dans le sud-ouest. On a des révoltes fiscales qui vont se déclencher contre cette pression que pose l'État et le gouvernement. Pourquoi une telle pression fiscale? C'est qu'une bureaucratie est en train d'apparaître pour diriger au mieux le royaume. Une administration se met en place et qui sert de prémisse un petit peu à ce que fera plus tard Louis XIV. Et on a également la guerre. La France rentre dans la guerre de 30 ans. Alors, la géopolitique française est confrontée à un dilemme. Ou bien soutenir la raison de Dieu, soutenir les royaumes catholiques et donc soutenir les Habsbourg, qui sont présents en Espagne, mais également en Allemagne, ou bien soutenir le protestantisme pour desserrer l'étau que pèse la famille des Habsbourg sur la France. La raison de Dieu est incarnée par la reine Marie de Médicis qui continue de comploter, de conspirer, tandis que la raison d'État est incarnée par Richelieu. Et Richelieu, tout cardinal qu'il est, ne va pas se gêner et va lancer Louis XIII dans cette politique de soutien au protestantisme, aux protestants, pour desserrer l'étau qui pèse sur la France. Cette guerre de 30 ans coûte extrêmement cher, elle fait des milliers, des centaines de milliers de victimes, notamment côté allemand, mais elle permet à la France de considérablement augmenter ses frontières, notamment sur l'Est, où on gagne la Lorraine et certains territoires du Nord, et on gagne également des territoires dans le Sud, la Navarre, le Roussillon et la Catalogne deviennent françaises. D'un point de vue conjugal, la vie de Louis XIII est quelque peu agitée, mais pas dans le sens où on le pense. Il a été marié de force à Anne d'Autriche. On l'a forcé à consommer son mariage, il se sent humilié et il va attendre quasiment 4 ans, 5 ans avant de revenir dans le lit de la reine. Et cet homme, crispé, humilié, n'éprouve guère de plaisir à être en compagnie d'Anne d'Autriche et un héritier se fait attendre. Cet héritier-là, il ne va venir et il ne va naître qu'en 1638, quasiment 20 ans d'union sans mariage, à faire peser un doute sur l'avenir de la dynastie des Bourbons, d'autant plus qu'on a le frère de Louis XIII qui conspire lui aussi à son tour, le Gaston d'Orléans. Il file un mauvais coton et toute sa vie, Louis XIII aura à lutter contre différentes révoltes. En 1638, après avoir eu des visions, des apparitions, après en tout cas avoir prié la Vierge Marie, la reine Anne d'Autriche, après avoir consenti des nuits avec le roi, Anne d'Autriche est enceinte. Et face à cet événement qui est un véritable gage de renouvellement de la dynastie et d'assurance que cette dynastie Bourbon va durer, Louis XIII décide de confier la destinée du royaume à la Vierge Marie. C'est le vœu de Louis XIII. Et dès lors, le 15 août devient la date de célébration du royaume de France. Le royaume de France est confié à la Vierge Marie. Et, miracle, c'est un garçon que l'on appellera Louis que Dieu nous a donné, Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. Et 2 ans après,
naîtra un autre garçon, Philippe. La vie de Louis XIII va basculer en 1643. Richelieu meurt en décembre 1642 et en mai 1643. Louis XIII, atteint de maux d'estomac, sans doute la maladie de Crohn, finit par s'éteindre et à nouveau va se poser une question de régence et à nouveau va se poser une question de trouble, d'autres troubles bien plus violents encore, l'épisode fondre. Mais Louis XIII, loin d'être un roi absent, un roi fantoche, un roi fantôme, Louis XIII a bel et bien posé les bases d'une monarchie absolue. Il est surnommé le juste dans sa politique, dans sa pratique de la foi catholique, un roi profondément dévot, un roi profondément pieux. Et donc, entre 1601 et 1643, c'est le règne d'un roi très important, un roi charnière que ni son père, Henri IV, ni son fils, Louis XIV, ne doit éclipser.